Bonjour, bienvenue au Devoir. Mon nom est Brian Miles, je suis le directeur et c'est notre deuxième table éditoriale pour clore la session parlementaire. Nous recevons Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec. Madame Anglade, bonjour. Bonjour, bonjour, M. Miles. Madame Anglade a accepté. En fait, le seul chef qui n'a pas accepté, c'est le premier ministre lui-même, François Legault. Pour l'occasion, aujourd'hui, je suis accompagné de Marie-Michelle Sioui, notre correspondante parlementaire à Québec, et de Robert Dutrisac, notre éditorialiste. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. On y va vraiment dans le vif du sujet. Dans le dernier sondage léger, on vous accorde 20 des intentions de vote chez vos militants. Même chez vos militants, en fait, on doute un peu de votre capacité de prendre le pouvoir. Il y en a 31 qui vous donnent leur appui. Si vous n'êtes pas capable de convaincre vos militants, comment vous allez convaincre la population de voter pour vous? Bien, je pense que le Parti libéral se devait d'effectuer un virage important. Et en politique, un virage, c'est jamais facile. C'est jamais quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je pense que le Congrès, c'était justement ça. C'était une espèce d'aboutissement où on dit... Nous, ce que l'on veut proposer, c'est un parti qui est non seulement inclusif, mais un parti qui est progressiste, avec un véritable projet de société, ce qu'on a présenté au Congrès. Et je pense que c'est ça aussi qui vient concrétiser le tout et qui va démontrer aux gens le sérieux de la démarche, mais aussi la qualité de ce que l'on a à proposer. Le Parti libéral était identifié comme étant le parti de l'économie. On sent que vous avez imprimé une espèce de virage à gauche au Parti libéral. Il y a des gens qui vous reprochent ça au sein du parti. Le Parti libéral, quand on dit parti d'économie, c'est vrai, mais c'est presque réducteur parce qu'on a été beaucoup plus que ça dans les transformations au Québec. Puis c'était pas la création de la richesse pour la création de la richesse, c'était la création de la richesse pour justement qu'on soit capable d'avoir des programmes sociaux qui tiennent la route puis qui permettent d'avoir le filet social dont on a besoin au Québec. Comment vous expliquez ce virage-là? Parce que vous êtes une ancienne caquiste, puis vous êtes après présidé à un virage à gauche d'une formation politique qui est le Parti libéral. Quand la CAQ est arrivée, quand c'était un nouveau parti, c'était un nouveau parti. Il y avait toutes sortes de monde, puis on disait un nouveau parti qui va arriver avec de nouvelles idées, etc. L'aventure aura duré les 18 mois qu'elle a duré pour moi, mais je ne me suis pas reconnue là-dedans. Je ne me suis pas reconnue dans le virage très identitaire qu'a pris à ce moment-là la CAQ. Tout le monde disait, bien, de quoi tu parles? Je pense qu'on le voit à l'évolution de ce qu'est la CAQ. Et je ne me suis pas non plus reconnue dans la capacité d'avoir une vision pour le Québec. Vous avez rappelé votre position au sujet de la loi 21. Vous n'êtes pas prête à vous engager, là, comme ça vous a été demandé encore cette semaine, à défendre le droit du Québec de faire ses propres lois là, dans ce domaine-là. Vous laissez ça aux tribunaux. Je pense que le Québec est libre de voter ses lois. Mais en même temps, la laïcité, c'est une valeur que l'on veut mettre de l'avant au Québec. C'est une valeur à laquelle j'adhère entièrement. Puis il y a le volet aussi de la liberté. Et je pense que c'était cet équilibre-là. Et si on a voté contre la loi 21, il y avait plusieurs raisons. La première, c'était évidemment le bâillon. La deuxième, c'était toute la question de la clause dérogatoire qui empêchait le retour aux tribunaux et qu'on pensait qu'elle allait trop loin, notamment avec les enseignants. Donc, on a été très clair sur les raisons pour lesquelles on a voté contre. Elles n'ont pas changé. Il n'en demeure pas moins que votre attitude est une attitude passive par rapport à la loi 21. Vous dites, bon, bien, laissons les tribunaux l'invalider et puis le problème va être réglé. Bien non, le problème ne sera pas réglé. C'est quoi votre position par rapport à la loi sur la laïcité? On l'a dit. On pensait que ça allait trop loin avec les enseignants. On l'a dit, ça. Donc les policiers, c'est correct. On a dit que ça allait trop loin avec les enseignants. Puis, au bout du compte, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait, s'il y a une laïcité, vous, comme moi, vous ne pouvez pas dire quels sont les thèmes qui vont tomber. Mais que les tribunaux aient à se positionner. Vous pouvez qualifier mon attitude de passive, mais moi, je pense que c'est une attitude qui est démocratique. C'est-à-dire, qui n'est pas en faveur de la laïcité? Quelles sont les décisions qui sont prises, qui sont d'ordre religieux au Québec aujourd'hui? Donc, si je comprends bien, la position du Parti libéral, c'est de s'en remettre à la décision qui va venir de la Cour suprême. On a voté une loi sur la laïcité, de trouver cet équilibre entre, encore une fois, la laïcité et les libertés. Mais l'équilibre, ça va être les juges qui vont décider, non pas les élus, c'est ça? Ça a été une loi votée sous bâillon. Je veux dire, est-ce que c'est un meilleur équilibre que d'imposer la clause dérogatoire? L'histoire du parlementarisme est pleine de lois votées sous le bâillon qui tiennent encore le coup aujourd'hui, autant à Québec qu'à Ottawa. J'ai la posture que j'ai, mais je l'ai depuis le départ. Je veux dire, je l'ai depuis le départ. Allez-vous proposer un projet de loi alternatif à celui du gouvernement Legault? Non. Vous laissez aller le ballon jusqu'à la Cour suprême. La position que l'on a, c'est de dire on est en faveur d'une laïcité qui est ouverte,
C'est une laïcité qui est ouverte. On pense que cette loi-là va trop loin, mais on veut qu'elle passe le test des tribunaux. Est-ce que M. Legault a amalgamé l'appui à la loi 21 au nationalisme? Est-ce qu'on peut être nationaliste sans appuyer la loi 21? Est-ce que... Totalement. C'est plus que la loi 21, c'est même le projet de loi sur la langue française. Si on met une clause dérogatoire. Ah, si tu es contre la clause dérogatoire au Québec, ça veut dire que tu es contre les valeurs québécoises. Attends une minute, là. Je veux dire, est-ce qu'on a le droit de questionner la manière dont les choses sont faites? Je pense qu'on a le droit de remettre ce genre de choses-là en question. Et que le nationalisme québécois ne s'exprime pas seulement à la manière de François Legault, il peut s'exprimer de différentes manières, de manière ouverte, de manière inclusive. On a le droit de penser un Québec moderne qui fasse en sorte que toutes nos valeurs sont intégrées et qu'on n'ait pas ce repli et cette manière unique de penser. Je veux dire, là... Bon, on parlait de langue française. Parlons donc d'immigration. C'est quoi la politique votre politique en matière d'immigration? Est-ce que vous voulez des seuils plus élevés? Lorsque l'on parle d'immigration, encore une fois, le problème de pénurie de main-d'œuvre qu'on avait au début du mandat, il était à 120 000, on est à 280 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le territoire québécois, il y a 40 000 personnes qui n'ont pas de résidence permanente et qui attendent. Chaque jour, on a des personnes qui quittent le Québec pour aller ailleurs. Le ministère de l'Immigration, aujourd'hui, est complètement laissé à lui-même. Il n'y a rien qui se passe en termes d'attraction de nouvelles personnes ou même de faire en sorte que ces personnes-là, qui sont sur notre territoire, puissent avoir leur résidence permanente. Je me concentrais énormément mes énergies sur ça, d'abord et avant tout, et sur le programme d'expérience québécoise, qui est un programme extraordinaire qui a fait ses preuves. On privilégie énormément l'immigration temporaire versus l'immigration permanente, ce qui, à mon avis, est une erreur fondamentale parce que l'immigration permanente, c'est elle qui va permettre aux gens de s'installer dans les régions, d'avoir des enfants, de faire partie de la vitalité des régions. Et sur le chiffre, seriez-vous prêt à augmenter, à faire passer de 50 000 à 70 000? Non, 55 000, c'est environ 55 000 par année et on maintient le chiffre. Vous parlez, par exemple, de l'économie d'énergie. Là, on voit ailleurs des endroits où on ne peut pas... Oui. Il faut limiter la consommation à certaines heures dans la journée. Est-ce que vous seriez prêt à y aller par une approche de bonus-malus ou est-ce qu'on serait juste dans le renforcement positif? Bien, c'est sûr qu'il va falloir que... Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que les gens aient à payer davantage. Je veux dire, je ne suis pas dans une mode où on va taxer les gens davantage, mais il va falloir qu'on réfléchisse aussi à toute la question de l'éco-fiscalité. Tu sais. Le gouvernement donne des milliards de contrats à des entreprises chaque année. Quels sont les critères qui vont être utilisés? Quels sont les critères qui vont être encouragés? Moi, je pense qu'au niveau incitatif, il y a énormément de travail qu'on peut faire encore. Tu ne peux pas juste dire, ah ben là, ça va coûter plus cher à l'individu, etc. Fondamentalement, là, les enjeux, ils ne sont pas là. 55 de ce que l'on consomme, c'est des hydrocarbures. Si on veut vraiment donner un coup de barre, il va falloir que ce soit le ferroviaire, le bateau, le transport lourd, des changements qui sont radicaux au sein même de notre gouvernement. Alors, avant même de parler des individus, là, parlons là, de ce que le gouvernement contrôle puis de ce qu'il est prêt à lui-même s'imposer. C'est ça, la réalité. Vous pensez que si l'exemple vient d'en haut, finalement, les gens vont suivre individuellement? L'exemple premier doit être assumé par ton gouvernement. Et cet exemple-là, si on ne l'a pas, qui va vouloir participer à ça? Moi, je ne paierai pas une scène de plus non plus pour dire « Ah, bien, je vais m'améliorer, mais lui, il ne fait pas ça, lui, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. » Il faut que ce soit collectif. C'est ça, un projet de société porteur. Vous avez côtoyé François Legault. C'est votre adversaire maintenant. Vous êtes à quelque part dans une position de force. Comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de les exploiter d'une façon qui vous permet de remonter dans les intentions de vote ou dans les sondages? La réalité, c'est que ce que l'on voit comme un gouvernement qui est paternaliste, qui aime dire aux gens quoi faire, qui n'aime pas être questionné, mais surtout cette capacité de ne pas avoir la vision nécessaire pour la suite des choses. Je pense que ça, c'est un élément qui est très différenciateur par rapport à moi, ce que je suis comme individu, mais aussi la formation que je dirige. Puis je pense qu'au contraire, ce que l'on voit présentement, c'est les failles, justement, de ce gouvernement-là. On le voit en matière de la manière dont ils ne veulent plus parler des CHSLD. Pourquoi ne pas tout simplement dire ce qui s'est passé? Pourquoi on est encore en décret sanitaire aujourd'hui alors qu'il n'y a rien qui justifie cette situation-là? Il aime gouverner sans partage et sans opposition. Et je pense que c'est les failles qu'on commence à voir aujourd'hui. Est-ce que c'est pas difficile de recruter des candidats quand on a un premier ministre qui cartonne dans les sondages? Votre effort de recrutement est-il plus complexe? Je pense que ce qui est très important dans l'effort de recrutement, c'est la vision que tu veux proposer. Quel genre de Québec est-ce qu'on veut avoir? Est-ce qu'on a envie d'un gouvernement qui se préoccupe véritablement des enjeux
climatique avec de véritables solutions et une vision? Est-ce qu'on souhaite avoir plutôt un gouvernement qui est paternaliste, qui nous dit comment faire, quoi faire et qui refuse même de reconnaître les erreurs puis d'être véritablement transparent? Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la marge quand même d'aller courtiser les caquistes progressistes? Là, on n'est pas dans de possibles gains marginaux? Non, on n'est pas dans de possibles gains marginaux du tout parce que là-dedans, tu as des gens qui sont résolument intéressés à des questions sociales, qui sont résolument intéressés par des questions environnementales. Tout doit être orienté en fonction du soutien que l'on met à la lutte au changement climatique, du soutien que l'on met pour les enjeux sociaux. Et ça, c'est l'ADN du Parti libéral du Québec. Quand on parle de la véritable ADN du Parti libéral du Québec, elle est là, la véritable ADN du parti. C'est beaucoup votre personnalité que vous mettez de l'avant, c'est votre signature. Si jamais ça ne fonctionne pas en 2022, est-ce que vous allez rester chef? C'est parce que ça va fonctionner en 2022. J'ai pas un autre objectif que de former un gouvernement Anglade lors de la prochaine élection. J'en ai pas d'autre. Vous avez trouvé là, dans les dernières semaines vraiment une ligne d'attaque en parlant de la gestion des CHSLD. Là. Vous avez canardé le gouvernement à ce sujet-là. Avec raison. Est-ce que vous avez déjà en tête une ligne d'attaque pour la prochaine session? C'est sûr que l'enjeu de la santé va rester prioritaire. Tous les enjeux qui ont été amenés à l'Assemblée nationale là, sont des enjeux qui émanent du terrain. Tous les enjeux. Au début de la session, je me suis levée, j'avais dit à François Legault, ça va pas bien, l'accès aux médecins de famille, là, ça fonctionne pas bien. Pourtant, ben non, il y a tant de Québécois de plus qui ont accès. Non, c'est pas ça l'enjeu. La liste d'attente, 400 000, on est rendu à 850 000, on est maintenant rendu à 1,4 million. On n'a pas réglé le problème. C'est pas le projet de loi qui a été déposé par le ministre qui va régler le problème. Projet de société, projet de société, projet de société. Écho, 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 pour que ça fasse justement écho partout. On va en parler. On va beaucoup en parler. Bien, Madame Anglade, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'était un réel plaisir. Merci à vous.